Donc, j'ai l'habitude d'appeler les gens à la table ronde et qui se déplacent physiquement. C'est un peu différent aujourd'hui. Donc, je vais appeler les différents intervenants à activer leur vidéo et leur écran, s'il vous plaît. Donc, je partage mon écran pour pouvoir les présenter et que vous ayez en direct. Donc, je demandais à Philippe Biwix, donc directeur général adjoint de AREP, de nous rejoindre. Je suis là, bonjour. Bonjour Philippe. Stéphane Chevrier, sociologue, fondateur de la société Mana. Oui, je suis avec vous. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Benjamin Fiquier, directeur property et exploitation responsable chez ICAD. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Maxime Longtuy, directeur innovation chez Altarea Cogedim. Bonjour à tous. Et Adrien Sanchez, responsable des corps d'état secondaires chez Bouygues Bâtiment Île-de-France. Donc, si vous regardez notre panel, aujourd'hui, nous avons une agence d'architecture internationale, dans la qualité d'AREP. Nous avons une foncière spécialisée sur les centres commerciaux et également promoteurs immobiliers. Remarque, excuse-moi, ICAD est aussi des activités de promoteurs, excuse-moi Benjamin. Et enfin, une entreprise générale. Donc, l'objectif, voilà, c'est que cette table ronde elle puisse se passer en deux phases, avec une première phase, le vécu, une deuxième phase, les questions. Et donc, je vais commencer tout de suite avec une question pour Benjamin. Benjamin Fiquet, que je vais pouvoir donc présenter un peu plus amplement. Donc, Benjamin occupe aujourd'hui le poste de directeur property et exploitation responsable chez ICAD. Tu es ingénieur arts et métiers et tu as occupé différentes fonctions opérationnelles et ou transverses dans l'immobilier, de la construction et l'exploitation. Donc, tu as cette chance, celle d'avoir eu l'opportunité d'éprouver aussi bien les phases de réflexion sur la transition environnementale que les phases de mise en œuvre réellement opérationnelle. Je souligne aussi qu'ICAD est un membre actif de l'OID avec lequel nous avons la chance de mener beaucoup de projets, dont un projet récemment sur les achats responsables et un plus ancien sur l'économie circulaire. Donc, Benjamin, aujourd'hui, tu représentes la partie exploitation de la société ICAD, qui est une des principales foncières cotées de l'immobilier tertiaire français. Vous avez été confronté à un certain nombre de stress, je dirais, dans ce que nous avons tous vécu dans les dernières semaines. Est-ce que tu pourrais nous partager ton témoignage, s'il te plaît? Avec plaisir, Loïs. Bonjour, bonjour à tous. Dans des circonstances si particulières, donc pour ICAD, mais comme beaucoup d'autres, la crise Covid a été un révélateur de l'état de digitalisation des entreprises. Et pour celles qui l'étaient peu, c'était un accélérateur important de cette prise de conscience de la digitalisation. Nous, chez ICAD, on a eu la chance, avec le projet de déménagement Open dès 2018, d'anticiper et nous avons été en capacité d'adapter rapidement l'ensemble de notre mode de fonctionnement. Si les fonctions d'outils, de process chez ICAD sont au nominal depuis le début du confinement et tous les équipements fonctionnent sans incidence significative. On a noté quand même un usage extrêmement fort et soutenu des messageries électroniques, comme tout un chacun, les envois de courriers et des fonctions essentielles de l'activité avec DocuSign et les outils de visio. Ça, c'est pour nous-mêmes. Pour ce qui concerne notre patrimoine à la foncière tertiaire, ce sont aujourd'hui 254 actifs à la foncière qui sont occupés par de l'immobilier tertiaire et d'activité pour environ 1 900 000 m², donc Île-de-France et région. Ce qui représente globalement la lecture de 1030 lignes de baux pour nos clients. Dans la première phase de sidération qui a saisi tout le monde, autant par sa brutalité que de sa manière inattendue, les équipes de la foncière ont réalisé un travail de collecte de l'information ascendant, qui était essentiel pour recueillir l'état de fonctionnement de l'ensemble du patrimoine. Et là, l'ensemble de nos partenaires
ont pu travailler de manière collaborative pour mettre au point cette surveillance. C'est une séquence qui est stratégique parce qu'elle nous a permis d'élaborer les stratégies de mise en sécurité, de mise en veille des clients qui, voilà, pour 90% d'entre eux, avaient déserté les actifs, et ainsi que l'ensemble des chantiers qui sont en cours, donc les grands chantiers de construction qui sont en cours. Donc cette séquence a été majeure, ça nous a permis d'accélérer, notamment sur le mode collaboratif. On a été une cinquantaine à pouvoir travailler simultanément sur des outils Excel et des outils de recueil de l'information. Je trouve que c'est une séquence tout à fait essentielle justement pour permettre de développer les outils d'aide à la décision pour le management et de supervision. Donc cette séquence a énormément mobilisé les équipes d'exploitation et sur la mise en qualité de la donnée et la manière dont l'information est qualifiée pour permettre la décision. Notre enjeu, ça a été de créer des conditions favorables à un consensus, de coopérer à la fois avec l'ensemble des strates de l'entreprise, mais également avec nos clients, pour permettre d'activer la bonne circulation de l'information en interne et en externe, et voilà, être nominal du confinement. Je crois que le plus dur n'a pas été de mettre off l'ensemble du patrimoine. Je crois que le plus dur reste à venir, Loïs, et la manière dont on prépare la deuxième séquence. Merci, merci Benjamin. Moi, je voulais juste te demander de compléter deux, trois petits points. Tu parles de 250 actifs. Combien de jours pour mettre un parc de 250 actifs en sommeil? Et surtout, comment est-ce que tout ceci aurait été possible sans la transformation digitale à pas forcer que vous avez suivi dans les précédentes années? Dis-moi. Combien de jours? Et là, c'est très rapide de mettre tout le patrimoine en veille. L'ensemble des occupants n'ayant plus la possibilité de venir sur site dès le 12 mars et le temps de mettre en place des attestations, on a eu une semaine pendant laquelle l'ensemble du patrimoine s'est mis doucement en sommeil. Quelques bâtiments sont restés en activité, notamment les bâtiments publics et administratifs de l'État qui sont restés en fonctionnement, dans lesquels il a fallu assurer les conditions de restauration collective et de maintien. On a également l'ensemble des configurations des partenaires, que ce soit de nettoyage, de mise en sécurité sanitaire, parce qu'on a eu une séquence aussi dans laquelle on a eu des cas avérés dans les bâtiments et les patrimoines. Donc, il a fallu organiser avec les clients l'ensemble des désinfections nécessaires. Donc, on a été à la fois dans une séquence de mise en veille et mise en sécurité. On a eu un stress au départ qui était voilà, les risques de sécurité, de sûreté du patrimoine. Donc, l'ensemble des agents de sécurité se sont déployés sur les patrimoines et la veille des cas qui pouvaient être avérés au fur et à mesure. Et donc, les désinfections qu'on a dû mettre en œuvre. Mais ça a été relativement rapide. On a pu vraiment s'appuyer sur l'ensemble des réseaux de partenaires d'exploitation, des facility managers qui se sont révélés extrêmement professionnels. Et on n'a pas été dans cette phase-là, dans les questionnements qu'on se pose actuellement de déconfinement. On a été voilà, plutôt très rapide, très réactif. Les EPI et les protections individuelles n'étaient pas telles qu'aujourd'hui dans les discussions, et ça a été plutôt, voilà, en 15 jours, l'ensemble du patrimoine était sous contrôle et sous maîtrise. Et on n'a pas eu à enregistrer le moindre écart. Ok, merci beaucoup Benjamin. Je vais passer maintenant à Philippe. Philippe Biwix, donc également ingénieur, directeur général adjoint du groupe AREP. AREP, c'est une agence d'architecture interdisciplinaire qui compte plus de 1000 collaborateurs dans le monde et filiale du groupe SNCF. Donc Philippe, tu es également auteur de l'âge des low-tech. Je ne rappelle pas qu'on a déjà eu l'opportunité de t'inviter dans un certain nombre de cénacles. Voilà. Aujourd'hui, tu t'es rapproché du secteur du bâtiment et de l'urbanisme en rejoignant le groupe AREP, puisqu'avant, tu étais à la direction internationale de la SNCF, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, nous, ce qui me paraissait intéressant par rapport à ta position, c'est déjà en tant qu'agence d'architecture, vous représentez un maillon complémentaire de la chaîne de valeur. Donc, comment est-ce que vous avez mis en place des routines pour assurer la continuité d'activité?
Et aussi, ce qui paraît intéressant, c'est que tu puisses, si vous avez des observations, me dire un petit peu ce que vous avez vu au niveau international, puisque si mes calculs sont bons, vous avez environ 200 collaborateurs situés un peu partout dans le monde, dont certains en Chine. Voilà, je te laisse la parole. Oui, merci Loïs. Alors effectivement, on a environ 120 collaborateurs en Chine, dont un bureau à Wuhan. Et puis, on en a aussi quelques dizaines au Vietnam. Ce sont nos principales implantations stables. Donc, c'est vrai qu'on a vu arriver la crise de Covid assez tôt. Nous, on a une cellule de crise qui est ouverte chez AREP depuis la 3e semaine de janvier de mémoire. Donc, effectivement, bon, ça ne nous a pas empêché malheureusement de prendre un petit peu avec un effet de sidération également, comme disait Benjamin, la violence de la crise et de la mise en confinement en France ou en Europe. Mais effectivement, on accompagnait nos implantations chinoises depuis la fin janvier. Peut-être l'enseignement qu'on peut tirer de ce qui se passe en ce moment en Chine, qui a peut-être un petit peu d'avance sur nous, même si bien sûr, la crise sanitaire a été prise d'une manière un petit peu différente, c'est que ça redémarre, mais ça redémarre lentement et ça redémarre avec des contraintes extrêmement fortes en termes de fonctionnement, en termes de quotidien. Donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on est avec un rythme de personnes dans l'ensemble des bureaux. Wuhan a à peine redémarré, donc c'est là que c'était le plus touché. Quant aux autres bureaux, en fait, on est aujourd'hui dans une logique de 50% de personnes sur place, évidemment tous masqués avec des contraintes fortes de distanciation sociale, mais ça fonctionne et on a fonctionné même pendant toute la crise. Côté France, donc on a quand même l'essentiel de notre activité, donc on a effectivement mis l'ensemble des personnes en télétravail. Ça fonctionne plutôt bien. On a eu une activité assez soutenue sur mars et j'attends les chiffres d'avril, mais ça sera relativement soutenu aussi parce que finalement on jouait sur un stock, je dirais, d'études en cours et de fonctionnement. Alors évidemment, on a des chantiers qui se sont arrêtés. Donc, il y avait quand même du travail pour arrêter ces chantiers et pour mettre tout en sécurité, accompagner les entreprises. Mais il y avait du stock d'études qui nous a permis de fonctionner. Et le télétravail fonctionne relativement bien. J'attends avec impatience les chiffres du mois d'avril, mais je pense qu'on a une productivité un petit peu dégradée du fait que peut-être certains sont obligés de télétravailler avec les enfants sur les genoux ou presque. Et que bon, le gouvernement a finalement fait le choix de faire porter la garde des enfants par les entreprises plutôt que par de l'activité partielle ou du congé maladie. Mais voilà, donc on a une inertie à l'arrêt et on aura aussi une inertie un peu au redémarrage parce qu'évidemment, il y a des choses qui doivent se remettre en place, des diagnostics de sites, etc. Donc voilà, globalement, je dirais que sur les leçons du fonctionnement, bien sûr, on a, comme tout le monde, je pense, enfoncé quelques tabous et on s'aperçoit que finalement, des réunions clients, ça fonctionne même par Skype, des réunions commerciales, des réponses à appels d'offres, des projets, des design boards, des revues de projets, voilà, des choses dont on se disait c'est pas possible de le faire autrement qu'autour d'une table. On s'aperçoit qu'effectivement, ça fonctionne plutôt bien et j'aime cette notion de décalage des références, de décalage des points de référence. J'écoutais avec grand enthousiasme tout ce qui se racontait avant dans cette session depuis 9 heures et je me dis mais c'est dingue d'imaginer les termes employés et de se reprojeter 10 ans avant et on n'aurait pas pu avoir ce type de conversation. Aujourd'hui, tout ça coule de source, c'est assez naturel. On s'apprête peut-être à mettre la défense à la poubelle, enfin j'en sais rien. En tout cas, ça va être très difficile de redémarrer dans des telles concentrations. Et finalement, voilà, ce sont des choses qui se décalent comme ça dans le temps. Et là, c'est un coup d'accélérateur au décalage, quoi. Philippe, juste avant de passer la parole à la personne suivante, je voudrais faire un point de digression sur la question du télétravail et des écoles fermées, puisque donc le télétravail, si c'est démocratisé, montre quand même certaines limites, notamment pour les professions intellectuelles après un mois de confinement. Pour autant, tu as écrit un livre sur l'école numérique.
Alors, fort de notre expérience, est-ce que tu aurais un retour à nous faire sur ce que vous aviez rédigé à l'époque? On n'aime jamais avoir raison dans ce genre de cas, mais dans effectivement le livre sur l'école numérique que j'ai coécrit avec Karine Movilly, on projetait une école très numérisée en 2030-2040, et je me souviens même qu'on avait utilisé une petite illustration pour faire sourire d'un poulet qui portait un casque de réalité virtuelle. C'était un projet d'un professeur de design aux États-Unis qui proposait que la viande de poulet soit moins stressée si on leur projetait sur écran des belles prairies du Gers. Et on avait mis bientôt pour vos enfants peut-être. Et donc, on imaginait une école virtuelle à la maison. Et on avait dit que ça sera tellement pratique pour lutter contre les risques de terrorisme ou les risques de pandémie. Et nous y voilà un petit peu plus tôt, peut-être. Moi, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, la violence du confinement est permise par les outils numériques. Maintenant, je pense que tous les parents d'enfants peuvent témoigner qu'on n'est pas tout à fait au nominal, sans doute, dans la richesse d'enseignement qui est aujourd'hui réalisée, malgré tout l'engagement des différents professeurs. Mais voilà, je pense que là aussi, effectivement, on est dans une certaine accélération possible, comme dans toutes les évolutions, comme dans toutes les crises, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Alors la bonne chose, c'est qu'effectivement, ça permet de réfléchir complètement à la question du déplacement, à la question du télétravail. Et c'est clair que chez AREP, comme dans beaucoup d'endroits, je pense, on sera amené à se reposer ces questions de quelles sont les nécessités réelles de déplacement et d'organisation. Et puis les mauvaises choses, il y en a aussi potentiellement, et que voilà, pensons par exemple à la question des libertés, des données, disons de la prise en main possible. Voilà. Tu commences à poser les questions de la deuxième partie. Voilà, bon, très bien. Merci. Merci Philippe. Bonne prémonition. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Maxime. Maxime Longtuy, donc toi, tu es directeur innovation chez Altarea Cogedim, ex-directeur développement durable. Donc, Altarea a la double spécificité d'avoir une activité de foncière de centres commerciaux et également celle d'être un des principaux promoteurs immobiliers français. Donc, je pense que tu as un certain nombre de choses à nous raconter sur la manière dont les choses se sont déroulées dans votre entreprise et plus largement sur le segment de la promotion immobilière. Voilà, à toi la parole. Bonjour à tous. Peut-être en micro-introduction, on peut repréciser le groupe. Comme ça permettra aussi de mieux comprendre aussi les impacts de cette période complètement inédite pour nos activités. Nous sommes un acteur immobilier de près de 2000 collaborateurs. On a une activité de promotion logement sur le territoire national. On a une autre activité de promotion d'immeubles de bureaux où on investit également, est propriétaire et on commercialise des immeubles de bureaux. Nous développons également différents formats de commerce allant du centre commercial au retail park, au commerce de gare et également commerce de grande proximité. Et nous développons, qui est un peu la synergie de ces trois activités-là, des ensembles urbains en intégrant une composante espace public forte et équipement public. Donc voilà, donc ça c'est pour dresser un peu, rebrosser les activités du groupe. Nous, comment on a pris les choses, évidemment, avec beaucoup de brutalité, c'est clair. Déjà, à l'échelle de l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs du groupe sont aujourd'hui, la quasi-totalité des collaborateurs du groupe sont en télétravail. Et c'est vrai que pour nous, c'est également une formation très, très accélérée aux différents outils digitaux qu'on a à notre disposition. À la fois les choses plus évidentes, les réunions Teams, les Zoom, mais également tous les outils d'aide à la prospection foncière, par exemple, ou des outils de signature électronique, car l'activité, certes relativement réduite, mais se tient quand même.
Ça, c'est à l'échelle du groupe. Je pense aussi que ça permet de voir, dans une situation comme celle-ci, quels sont évidemment les atouts du numérique, mais également quelles sont ses limites. Et moi, je pense que dans cette deuxième question, ça serait intéressant d'aborder justement ce curseur entre qu'est-ce qui est faisable de manière digitale et qu'est-ce qui impose de la présence humaine, en tout cas. À l'échelle de le périmètre de promotion, c'est à la fois une mise à l'arrêt de près de 200 chantiers, mise en sécurité comme précisé par Philippe. C'était très important. Aujourd'hui, ces chantiers redémarrent. Cette période de confinement, elle intervient en plus pour notre périmètre de promoteur entre deux élections, qui ne simplifie pas le traitement de permis de construire. Il faut savoir que les maires de France sont les premiers bâtisseurs, hein, donc aujourd'hui, ça a un impact évidemment à très court terme sur l'offre future neuve disponible. Donc ça, c'est pour le périmètre promotion. Un autre impact, c'est évidemment notre patrimoine. Soit nous sommes propriétaires, soit nous gérons pour le compte d'investisseurs. Notre patrimoine de centre commercial qui a été évidemment considérablement impacté par les fermetures. Une partie de nos actifs sont encore ouverts car elles ont comment dire des commerces qui sont de première nécessité, donc qui sont maintenus ouverts, mais aussi des espaces qui sont fermés. Il faut sécuriser ça. Et avec je pense que ça ne vous a pas échappé, une conversation pas toujours fluide entre des bailleurs, entre les commerçants, sur la prise en charge ou non et la gestion des loyers. Tout ça, c'est des impacts qui sont évidemment très très forts. Je pense que ce qui sera annoncé cet après-midi est considérablement attendu à la fois par tout le monde et à la fois par nous. Mais merci Maxime, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais la manière dont cette période modifie et altère les relations bailleurs-preneurs, que ce soit dans des immeubles de bureaux ou dans les commerces. Je vais passer donc la parole à la personne suivante, Adrien Sanchez, responsable donc, technique de Bouygues Bâtiment Île-de-France. Tu représentes aussi ta société au conseil d'administration d'association et tu es maître de conférence associé à la Sorbonne sur le master développement durable. Tu t'es beaucoup impliqué sur la question du low-tech, notamment dans le cadre des études qui ont été présentées avant. Alors, Adrien, tu es ici, je vais te mettre en vedette. Est-ce que, déjà, dans un premier temps, tu pourrais nous raconter, toi, l'histoire d'une entreprise générale, hein, chacun son tour. Et après, ce que je pense qui était intéressant, c'était d'essayer de commencer un petit peu à intuiter et à nous parler des freins et des enjeux du redémarrage des chantiers à venir. Voilà. Merci. À toi la parole. Bonjour tout le monde. Alors juste pour vous situer, bon, je pense que Bouygues Bâtiment Île-de-France ou Bouygues Construction, tout le monde connaît ou a entendu parler. Juste quelques chiffres sur l'Île-de-France. Hein. Aujourd'hui, on est un très très gros constructeur puisque l'année dernière, on a sorti 10 000 logements neufs, 350 000 mètres carrés de surface tertiaire. On a presque 5 000 collaborateurs. Et une donnée importante que j'ai trouvée en préparant cette réunion, c'est qu'on avait plus de 11 000 partenaires et fournisseurs. Pourquoi je vous dis aujourd'hui que c'est une donnée importante, puisque nous, on a vécu le confinement et cette crise-là de manière très forte, puisque vous avez été nombreux à parler des arrêts de chantier. Les arrêts de chantier, enfin les chantiers, c'était notre vie. C'est-à-dire que moi, je m'occupe des études de prix de ma filiale. Tout ce qu'on fait, c'est pour construire. C'est-à-dire que nous ne sommes là que pour qu'il y ait des chantiers et que pour qu'on puisse construire quelque chose. Ce qui veut dire que quand on parle d'arrêt de chantier, pour nous, ça veut dire qu'on parle d'arrêt de notre cœur de métier. Et le corollaire de ça, c'est le télétravail. Moi, l'enseignement que je tirerais du télétravail, c'est que foncièrement, c'est quelque chose qui marche très bien. La perte de productivité, en tout cas dans mes équipes, moi, je juge qu'elle est nulle. On a signé des marchés, un marché encore la semaine dernière. On arrive à sortir des études qui sont très complexes grâce aux moyens
qu'on a déjà mis en place. Donc, je trouve que cette période valide plutôt le télétravail. Sur les arrêts de chantier, je trouve que c'est intéressant que tout le monde en ait parlé, notamment parce que je trouve que cette crise, elle raconte l'histoire de notre collaboration à tous, parce que en fait, on se rend compte que le monde de l'immobilier, c'est un énorme écosystème d'acteurs qui sont tous hyper interdépendants, et on le sent bien, je trouve, dans cette crise-là. C'est-à-dire que promoteurs, investisseurs, artisans, sous-traitants de second rang, sous-traitants de premier rang, fournisseurs, entreprises générales, on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Et cette crise, je trouve ce confinement met ça en exergue. Nous, l'arrêt des chantiers, on l'a vécu comme quelque chose de très compliqué, notamment parce que la sécurité, c'est notre première valeur. Si vous êtes venu à Challenger, au siège de Bouygues Construction, vous voyez en arrivant on affiche la sécurité dès les entrées du site. Et si vous avez été un jour sur un de nos chantiers, vous avez pu voir qu'on met beaucoup de poids dans la protection des compagnons, la protection de tous les collaborateurs, la protection des sous-traitants qui viennent et la mise en sécurité de tous. Forcément, dans ce cadre-là, cette crise-là, la sécurité, elle n'est pas que physique, elle est aussi sanitaire. Et donc, aujourd'hui, en réfléchissant, je me dis qu'on a quelques éléments qui vont impacter notre quotidien à partir de maintenant et qui vont l'impacter un petit peu fort. La première, c'est qu'on est dans une incertitude absolue. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui vous disent qu'ils sont capables d'évaluer la perte de productivité qui va résulter de tout ça, s'il y en a un qui a raison et qui le sait, moi je veux bien l'embaucher, pas de problème. Il va nous faire gagner énormément de temps, ça va être vraiment formidable. Aujourd'hui, on essaie de l'estimer, c'est compliqué pour les chantiers qui sont déjà en cours, c'est compliqué pour nous, mais c'est compliqué pour tout le monde, pour les promoteurs, pour les bureaux d'études, pour qui la situation est vraiment dramatique. Pourquoi ? Parce que nous, aujourd'hui, mettre les gens en sécurité pour que les chantiers reprennent, ce qui est le cas, en tout cas sur nos opérations à nous, c'est très compliqué. Parce que aller dans une agence, sur des postes de travail, sur des chantiers, et mettre tout ça en conformité avec ce que l'OPP-BTP a fait, ou avec les bonnes pratiques qui sont toujours très fortes que l'entreprise se donne à elle-même, ça devient vraiment dur. Travailler avec un masque, moi j'ai commencé à retourner un petit peu au siège ces derniers jours. C'est compliqué et je suis assis derrière mon ordinateur. Alors imaginez bien que quand vous coulez du béton, que vous faites de la peinture ou que vous faites X ou Y travail, c'est très très dur. Et de la même manière, alors, puisqu'on est interdépendant, ça veut dire que notre capacité à redémarrer, en fait, c'est la capacité du système à redémarrer. C'est-à-dire que moi, Bouygues, je ne vais pas redémarrer tout seul mes opérations en disant mais maintenant tout va bien, tout est formidable. C'est-à-dire que si les investisseurs, les promoteurs, les sous-traitants ne redémarrent pas, je ne vois pas comment redémarrer. Aujourd'hui, on sait, par exemple, qu'en Île-de-France, pour parler de ce qui, moi, me concerne, ce que je connais le mieux, notre capacité à avoir des granulats, du béton, de l'acier, heureusement, les stocks étaient là un petit peu avant, donc on sait qu'on peut continuer encore un petit peu. Aujourd'hui, si on démarre tout seul, nous, Bouygues, on n'ira absolument nulle part. Donc ça, c'est un vrai enseignement. Et le deuxième enseignement, on en a peu parlé aujourd'hui, alors que c'est un élément fondamental de notre vie à tous, c'est le prix. Aujourd'hui, combien ça coûte de faire travailler quelqu'un, combien ça coûte de faire travailler un sous-traitant, combien ça coûte d'acheter un mètre cube de béton, d'acheter des matériaux qu'on n'a peut-être plus en France. Et le risque pour l'étude de prix que moi je dirige, c'est de se dire un projet en France, ça va sortir à combien ? Que ce soit du neuf, de la réno, peu importe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la crise va avoir comme impact sur, oui, les prix des matières premières, mais aussi le prix de nos relations à nous, les acteurs de l'immobilier. Ce qui fait qu'il y a peut-être un espèce de... Maxime, on a parlé en disant que c'était peut-être un petit peu loin, mais il y a peut-être un idéal qui peut se faire de dire que c'est souvent dans les crises qu'on arrive à créer des situations intelligentes. Et je pense que vraiment, cette interdépendance et cette relation des uns avec les autres, c'est peut-être ça qui peut nous amener intelligemment à éviter d'avoir une déstabilisation très, très massive du système dans lequel on est, qui est de dire si tout le monde joue avec la productivité et si tout le monde joue avec les prix, la crise risque d'être vraiment dramatique. Merci Adrien sur ce point sur le prix. Et donc, moi, je retiens que tu soulignes d'une certaine manière l'imprévisibilité, la manière dont les acteurs vont se comporter et donc l'influence que cela aura sur le prix de la construction et de l'immobilier dans un futur proche. On va revenir sur les différents points que tu as soulevés après. Juste quand même sur le télétravail, Philippe a commencé à en parler. Je pense qu'il faut quand même
mettre en exergue que le télétravail n'aboutit pas à une perte de productivité sur une période de 4 semaines, mais dans un temps moyen, voire long, je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que en étant en télétravail, on atrophie quand même un certain nombre de nos sens naturels et de tout ce que nous apportent ces interactions sociales physiques. Donc, à voir dans le temps, d'ailleurs, c'est peut-être Stéphane qui va pouvoir nous en parler. Donc, Stéphane Chevrier, sociologue, avec qui nous avons déjà eu l'occasion de travailler l'année dernière sur une étude sur le confort et bien-être. Donc, tu es fondateur de la société Mana. On a essayé d'imaginer le travailleur de demain au regard des tendances de société il y a un an. C'est en juin 2019, on avait publié une étude, donc c'est assez marrant maintenant de se replonger dans nos conclusions pour voir où est-ce qu'on en est. Mais avant ça, peut-être qu'on pourrait revenir sur le sujet de tes travaux et ton analyse de ce que nous vivons et par rapport à l'histoire et aussi par rapport à la notion de notre connexion au vivant ou de notre hyperconnexion au numérique. Donc, je te laisse la parole, Stéphane. Merci. Oui, bonjour à tous. Alors, peut-être vous dire 2 mots du travail de sociologue, parce qu'effectivement, la période actuelle impacte un peu notre manière aussi de travailler. Alors, pas de la même manière que celle qui a pu être exposée jusqu'à présent, hein, mais le travail de sociologue, c'est à la fois un travail en chambre d'analyse, hein, mais c'est aussi un travail de terrain. Travail de terrain, c'est-à-dire aller à la rencontre des personnes, aller au contact des personnes, faire des observations sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas simplement un travail intellectuel, c'est aussi un travail extrêmement intuitif. Hein, une partie du travail de sociologue consiste à aller arpenter le territoire, aller dans les centres-villes, dans les centres-bourgs, dans les lotissements, etc., aller à la rencontre des gens, les écouter. Et c'est souvent des petites choses très intuitives, hein, qui permettent de trouver la clé d'une analyse. Et donc, évidemment, le télétravail permet un certain nombre de choses, mais ne permet pas tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que faire des entretiens ou échanger avec les gens avec un masque, c'est pas du tout la même chose que de le faire de manière naturelle, j'allais dire, et très directe, parce que c'est aussi du contact, hein, presque du contact physique par certains aspects. Alors, Loïs, tu le disais, pour nous, la situation est un peu particulière, c'est quand même assez différent de vous, parce qu'à la limite, pour un sociologue, j'allais dire, cette situation de crise est en soi une situation d'étude. C'est-à-dire qu'en fait, les situations de crise, ça nous permet aussi de regarder comment fonctionnent les sociétés. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire des travaux sur le métier de sapeur-pompier. Et ce qui nous intéressait dans le métier de sapeur-pompier, c'est que précisément, les sapeurs-pompiers interviennent en situation perturbée ou en situation de crise. Et donc, par effet de loupe, ça permet de nous renseigner finalement sur ce que c'est que l'ordinaire d'une société. Et donc, je crois que c'est ça aussi qui est intéressant dans une situation comme celle-ci. Donc, alors, effectivement, pour moi, si vous voulez, je suis tout oreille, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre cette situation de manière modeste, hein, puis de manière confinée aussi, surtout, et puis de voir en quoi, finalement, elle nous apprend des choses sur notre société présente. Alors, dans les échanges qu'on a eus avec Loïs, hein, je faisais remarquer que cette notion d'adaptation, on parle d'adaptation au changement climatique, on parle d'adaptation aussi à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. La notion d'adaptation, c'est une notion qui est quand même relativement ancienne, hein, puisqu'elle nous vient du darwinisme, c'est-à-dire du 19e siècle, où on a parlé d'adaptation un peu à l'image de l'adaptation des espèces animales. Et donc, il fallait que les espèces s'adaptent. Il faut que les espèces s'adaptent pour pouvoir survivre. Il faut que l'espèce humaine, par transposition, s'adapte. Et donc, on voit bien dans quelle mesure ce concept a influé aussi un certain nombre de politiques et nous a conduit vers un souci de nous adapter finalement à un monde concurrentiel, de nous adapter à la mondialisation pour être, j'allais dire, apte finalement à affronter finalement ces grands défis. Et l'école y a aussi participé, hein. C'était une dimension quand même qui était assez importante, c'est-à-dire que l'une des fonctions de l'école,
progressivement, ça a été de permettre aux individus non pas simplement d'être des citoyens, mais aussi d'être des gens qui s'adaptent à des situations de recherche d'emploi, des situations de concurrence sur un marché. Alors là, je fais référence aux travaux de Barbara Stiegler, qui a écrit un très joli bouquin qui s'appelle « Il faut s'adapter », qui nous raconte toute cette histoire-là. Et donc, on voit bien que tout notre souci jusqu'à présent, ça a été de s'adapter à la vitesse, à la mutation, au changement, y compris dans notre manière de concevoir les bâtiments, puisqu'en fait, de plus en plus de bâtiments sont conçus comme étant finalement des hubs hyper connectés sur les réseaux, des hubs dans lesquels rentrent des datas, rentrent des marchandises, sortent des individus, donc quelque chose d'hyper connecté à l'économie monde finalement. Et la situation d'aujourd'hui, elle nous montre précisément cet arrêt. C'est-à-dire que les personnes ne sortent pratiquement plus, mais les données sortent et rentrent. La preuve, on est ensemble aujourd'hui, on peut discuter. C'est quand même assez étonnant. Il y a effectivement 10 ans, on n'aurait peut-être pas pu le faire. Et donc, on voit qu'aussi la livraison a peut-être connu un certain succès aussi du fait de cette situation de confinement. Donc, nous sommes dans une situation où, pour nous adapter, nous avons construit des réseaux tentaculaires dans lesquels circulent des personnes, je pense au réseau ferroviaire, au réseau aérien, circulent des données, des datas, encore une fois, aujourd'hui en est la preuve, et dans lequel finalement nos bâtiments, quels qu'ils soient, sont en fait des hubs connectés sur ces hyper réseaux. Et donc, on voit bien toute la puissance du réseau, puisqu'en fait, on peut la tester pratiquement en grandeur nature. On peut tester cette puissance du réseau. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est dans cette situation de confinement où nous sommes enfermés dans des dedans, on n'a plus accès au dehors, enfin, on a accès 1 heure dehors, et on la consomme avec gourmandise, cette heure pour avoir accès au dehors, surtout qu'il est fait particulièrement beau ces derniers temps. Et donc, on voit que dans le même temps, on est hyper connecté au monde via tous ces réseaux, mais d'une certaine manière, on est aussi très déconnecté de notre environnement naturel, de nos milieux. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'expérience que je vis, parce qu'aussi, être sociologue, c'est vivre des expériences à titre personnel, c'est la présence des oiseaux, par exemple, dans les parcs et dans les jardins. C'est la présence, ce sentiment d'une reconnexion à l'environnement du vivant. Et donc moi, je pense que l'un des grands enjeux, c'est de cette sortie de crise, mais aussi de cette situation présente, c'est à la fois d'être toujours aussi connecté que nous le sommes, parce qu'on le voit bien, il y a une nécessité à l'être. Si on veut continuer à travailler, on voit bien que ça peut être performant par certains aspects. Et puis dans le même temps aussi apprendre à être reconnecté à notre environnement naturel. Je parlais des oiseaux, mais c'est aussi le soleil, le vent, la pluie. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, les immeubles ou les bâtiments, le bâtiment idéal, c'est un bâtiment hyper connecté. Personnellement, j'ai la fibre, je pense que la qualité d'image s'en ressent, mais aussi d'être connecté à l'environnement, c'est-à-dire de pouvoir avoir une belle terrasse ou un beau jardin pour profiter du soleil, des oiseaux, de la nature, du vent, de la pluie, des éléments naturels qui nous permettent donc cette connexion au milieu et cette connexion au vivant. Donc j'entendais Loïs tout à l'heure dire il ne faut pas opposer low-tech à high-tech. Je crois que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a ce jeu d'opposition, à mon avis, ne tient pas de la même manière qu'il ne faut pas opposer technologie, il ne faut pas opposer, connexion numérique et connexion au monde du vivant. Je crois que c'est la recherche des deux qui nous intéresse. C'est la recherche des deux, c'est-à-dire à la fois être connecté au réseau via des solutions numériques et être connecté aussi à notre environnement naturel. Et là, sans médiation, c'est-à-dire que c'est aussi mon corps qui éprouve son milieu, etc. Et d'une certaine manière, la qualité d'un espace repose sur cette capacité à être doublement connecté et évidemment à pouvoir se déconnecter lorsqu'on le souhaite. Réflexion à poursuivre, mais en tout cas sur que cette situation présente, cette situation de crise, nous permet de mieux observer aussi par effet de loupe, d'une certaine manière. Merci Stéphane. Je reprendrai en préparation, tu m'avais dit, on crée un dehors à risque, on se réfugie donc dans le dedans. Donc à méditer. On reviendra après pour rebondir un peu sur les travaux qu'on avait fait il y a un certain temps. Oui, également aussi, tu me faisais penser. Moi, je voulais vous signifier que non seulement on n'entend plus les oiseaux, mais je n'ai jamais vu aussi bien le printemps que cette année.
jour après jour, petit bourgeon par petit bourgeon. Et je n'ai jamais eu autant de moustiques sur mon pare-brise parce que j'ai dû faire un aller-retour Paris-Grenoble. Jamais eu autant de moustiques que depuis 15 ans. Voilà. Bon, on revient sur le secteur du bâtiment avec Benjamin. Donc, Benjamin, c'est grâce à toi, je dirais. Alors, attends, ça ne fonctionne pas. Si, c'est bon. C'est toi qui m'a fait penser à cette phrase que j'aime bien, c'est il est urgent d'attendre et d'observer face à l'imprévisibilité de la période qu'on vit. Par exemple, on est le 28 avril, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé cet après-midi. Donc, il est urgent d'attendre et se poser les bonnes questions. Par ailleurs, chez ICAD, vous faites preuve de solidarité. Ça permet de rebondir un petit peu sur ce qu'Adrien expliquait tout à l'heure. L'interaction entre les différents maillons de la chaîne de valeur. Donc, à toi la parole. Explique-nous un petit peu ce que vous avez pu mettre en place chez ICAD et la manière dont vous amenez un certain nombre de questions. Voilà. Très bien, très urgent d'attendre, mais il faut agir quand même. Merci en tout cas pour les interventions qui sont extrêmement intéressantes et on s'y retrouve les uns les autres dans ce qu'on a pu vivre de manière assez unique depuis quelques semaines. Après le volet technique qu'on a pu évoquer et qui a différents volets, on a un travail très important sur le volet gestion locative pour l'ensemble de nos clients et pour préserver l'économie de l'activité. Tout est bien qu'on a eu énormément de sollicitations de la part de nos parties prenantes et c'est compréhensible, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos clients directs, mais également le traitement des factures qui sont en cours. Donc, on a attendu d'avoir la base des arrêtés, des décrets. Il y a eu énormément. Il faut prendre le temps de les lire. Il y en a qui ne sont pas forcément raccord les uns les autres, ce qui est assez normal et logique, mais il faut prendre le temps de bien lire tout cela. Et sur cette base-là, on a effectivement soutenu l'initiative, le souhait du gouvernement de soutenir les TPE fermés par décret en abandonnant nos créances de loyer pour l'ensemble de nos TPE locataires du deuxième trimestre. Donc c'est un acte, c'est fort, hein, ça correspond à notre ADN. On a été suivi également par nos actionnaires, Groupe Les Dépôts et Crédit Agricole Assurance. Et je crois que c'est quelque chose qui est fidèle à notre raison d'être, qui nous permet de préserver ce socle d'entreprise fragile. Le fonctionnement des équipes, c'est vrai qu'on l'anticipe déjà, tu dis l'urgence d'attente, nous c'est dès début avril qu'on a organisé une cellule pour préparer la reprise de l'activité. On a 14 collaborateurs qui sont dédiés à 100% sur cette reprise, qui prennent le temps, qui ont pris le temps d'analyser les textes, qui ont pris le temps d'analyser les situations, de prendre les mesures d'urgence sans attendre. On pense notamment aux équipements de protection individuelle. Et cette cellule de plan de reprise d'activité, elle déploie actuellement l'ensemble de ces préconisations, voire obligations que l'on va mettre en œuvre sur notre patrimoine. Il faut savoir qu'on va devoir adapter l'ensemble des règlements intérieurs des bâtiments et des patrimoines. On est prêt à appuyer sur le bouton pour adapter des modes de fonctionnement collectif dans une situation qui va plutôt être le plus grand dénominateur commun, donc la plus grande vigilance. Et les modes de fonctionnement, c'est tout autant les usagers de bureaux que l'ensemble de l'écosystème du bâtiment en exploitation, effectivement extrêmement nombreux, que ce soit la technique, la sécurité, le service et autres, qui vont devoir adopter des modes de gestion collective qui vont possiblement générer du stress. Donc on a nos équipes de Happiness Manager qui réfléchissent aussi à ça, c'est un volet important. Peut-être, on va pouvoir en parler, mais le volet psychologique et la manière dont on va reprendre, on évoquait Stockholm et la manière dont on aime son geôlier, je ne sais pas dans quelles conditions psychologiques l'ensemble des travailleurs vont revenir. Il va sans doute falloir accompagner, apprendre effectivement à trouver un intérêt à aller au travail, un intérêt à aller rencontrer ses collègues et être
des fois dérangés dans des réunions, parfois dérangés sur le chemin pour aller d'un passage à l'autre. Cette sérendipité qu'on attend tous et qui est effectivement peu commune dans nos espaces de vie confinés. Voilà. Je pourrais dire un mot de plus sur la cellule plan d'entreprise d'activité un peu plus tard, mais je pense qu'on a du retard. Donc, Mais j'ai proposé à ce qu'on continue les conférences jusqu'à 12h15. Normalement, chez nous, on ne va pas être coupé. Donc, peut-être que tu peux en parler, oui, rapidement. Ouais. Je te laisse compléter. Simplement, j'évoquais le point de Stéphane sur le dedans-dehors. Je crois que sur le volet de la résilience, on avait travaillé avec la ville de Paris sur le micro-local et l'échelle du micro-local et du quartier qui était porteur de solidarité. Et je crois qu'on a aussi redécouvert, au-delà de nos balcons, l'importance d'un tissu micro-local et d'une gouvernance micro-locale, du balcon des voisins des uns des autres, mais également la manière dont on revit son quartier et la vie de quartier. Et c'est vrai que quand on a des quartiers aménagés dans lesquels on a des commerces de proximité, des vies différentes, ça crée de la valeur et cette gouvernance micro-locale, parfois on en a besoin et c'est un élément de résilience. Et la résilience, elle n'est pas que dans le choc, et je crois que dans nos analyses sur la résilience des bâtiments, on avait fait des analyses sur le patrimoine, sur les chocs et le changement climatique, on va devoir réfléchir à la manière dont on intègre dans notre résilience sa capacité de rebond. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de répondre à un choc, mais il s'agit aussi de voir comment on va devoir s'adapter au changement climatique. Et dans nos analyses de résilience, on ne l'a peut-être pas assez fait. Voilà, une petite pensée suite à vos propos. Je reviens à la cellule de plan de reprise d'activité. Aujourd'hui, la cellule de plan de reprise d'activité, on a listé une centaine d'actions à mettre en œuvre, soit des actions sur 4 catégories différentes, soit l'assurer la sécurité des biens et des personnes, vous l'avez évoqué, rassurer les locataires sur la qualité sanitaire du bâtiment au moment de la reprise, quand on a des ballons d'eau chaude à l'arrêt depuis 8 semaines, des systèmes qui sont là depuis 8 semaines, il faut qu'on décontamine l'ensemble des réseaux de ventilation, de réseaux d'eau et autres. Ce serait quand même dommage de retomber malade à la reprise de l'activité. Donc, on a dès maintenant entrepris les désinfections et les protections des systèmes sur ce volet-là. C'est dès aujourd'hui que les entreprises de maintenance et les exploitants techniques du patrimoine qui sont à pied d'œuvre là-dessus. On doit pérenniser le mode de fonctionnement respectueux des mesures de distanciation, donc des équipements physiques. On est dans le situationnel, donc des marquages au sol, des plexis et autres qu'on doit mettre en place sur l'ensemble du patrimoine. Donc, il y a quelques utilisateurs qui vont mal reconnaître leur espace de travail, ce qui va passer par de la formation, de l'information, des tutos, des webinaires. Enfin, voilà, on va devoir expliquer aux personnes et les rassurer de quelle manière on va utiliser son environnement de travail de manière un petit peu différente, dans des conditions psychologiques, encore une fois, qui vont sans doute être très particulières. Naturellement, vous l'évoquiez, c'est tout l'écosystème qui est mobilisé, qui dialogue, qui coopère. Cette coopération, elle est essentielle et c'est là que la qualité d'écoute des uns des autres est essentielle pour pouvoir développer cette empathie vers les personnes les plus fragiles, vers les personnes les plus stressées, on peut le comprendre, pour adopter les bonnes pratiques et les bons vocabulaires. Donc, on a aussi, outre les aspects techniques sanitaires qu'on évoquait, des aspects plus fins de comment on explique, comment on prépare les personnes à ces éléments de langage, à ces discussions, pour être patient. Et je crois que la patience va être une qualité pour les prochaines semaines. On a fait Merci Benjamin, voilà. Merci. Moi, ce que je retiens par rapport à ton intervention, un point de détail quand même qui est important, c'est que vous allez être confronté à l'hétérogénéité des comportements des différentes entreprises et ça va créer un certain nombre de casquettes dans les immeubles multilocataires. C'est bien ça. Oui, tout à fait. On a une centaine d'immeubles multilocataires et il va falloir qu'on trouve des modes de fonctionnement communs. Quand un utilisateur A va adopter un fonctionnement intérieur propre et qu'il contredit le fonctionnement de l'entreprise autre,
qu'est-ce qu'on fait, et comment on dialogue, quel mode de fonctionnement on oblige de prendre pour les entreprises. C'est tout ce qui est en train de se pérer aujourd'hui, et ça se fait dans le dialogue, dans la compréhension, dans l'attention de la sécurité. Je rejoins Adrien, notre maître mot, la sécurité, en respect des règles qui ont été dictées, qu'on attend cet après-midi avec impatience. Oui. C'est bien ça. Bon, on a jusqu'à cet après-midi. Alors, merci Benjamin. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc, oui. Stéphane, en juin 2019, nous publions une étude sur une vision du travailleur de demain en regard d'un certain nombre de tendances. C'est un travail qui était réalisé avec toi, avec l'ADEME et l'OID. Et donc, on avait imaginé le nouveau travailleur, le jungler, l'aventurier de la jungle urbaine, hyper mobile, hyper flexible. Donc, je pense que c'est intéressant de revenir sur ce jungler aujourd'hui. Voilà. Avons-nous eu raison? Comment analyser cela en regard du contexte actuel? On aimerait avoir ton éclairage de sociologue. Voilà, je te remercie. Ouais, alors peut-être, Loïs, redire ce qu'était que ce jungler. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, dans le cadre de l'OID et de l'ADEME, on avait mené une étude prospective sur le bien-être et le confort au travail demain. On avait élaboré une typologie et il y avait une figure qui était particulièrement importante et qui était presque dominante dans les groupes de travail, qui était ce qu'on avait appelé la figure du jungler. C'est une espèce de contraction entre jongler et jungle. Donc, c'était une espèce de jeu de mots, un mot mémotechnique. Donc, le jungler, c'est celui qui a la capacité de jongler avec les territoires, c'est-à-dire il est capable d'avoir son bureau à la fois dans sa résidence, faire son bureau dans le TGV ou l'avion, faire son bureau dans un café, etc. Et en fait, s'approprier les ressources du territoire pour les mettre au service de son activité. On pourrait le qualifier de cette manière-là. Et de passer d'un territoire à l'autre, dont l'entreprise fait partie, bien sûr, mais l'entreprise n'étant plus finalement simplement qu'un camp de base dans un territoire très vaste dans lequel il se balade avec tous ses outils numériques. Il est évidemment très connecté et il est très rapide, très, très agile, comme on dit dans le vocabulaire de l'entreprise, pour passer d'un réseau à l'autre, pour passer d'une connexion à une autre, etc., et pour passer d'un territoire à l'autre. Alors, le jungler, c'est évidemment une figure de la modernité, entre guillemets. Si je reprends ce que j'évoquais tout à l'heure, cet auteur Barbara Stiegler, c'est une figure du néolibéralisme, c'est-à-dire qui valorise énormément le mouvement à travers le monde, à travers les réseaux, etc. Alors, je pense que ça ne va pas disparaître pour autant, mais c'est vrai que cette figure-là, elle est questionnée forcément, puisque on le disait à l'instant, Benjamin l'évoquait tout à l'heure, ce qu'on découvre aussi, c'est les vertus du local aussi aujourd'hui. C'est cette inscription dans le local, ces territoires de micro-proximité que l'on observe de manière différente, que l'on pratique de manière différente. Et cette figure du jungler, elle aura un avenir si elle sait d'abord être moins carbonée, parce que le jungler est aussi un grand consommateur d'énergie, puisque pour se déplacer soit sur les réseaux numériques, soit sur les réseaux physiques, il a besoin effectivement de beaucoup d'énergie. Elle aura un avenir, cette figure aura un avenir si elle sait aussi peut-être questionner son rapport à la vitesse, parce que on le voit bien qu'aujourd'hui, ce qui nous interroge, c'est est-ce qu'on peut continuer de la même manière, c'est-à-dire continuer à consommer de la ressource, consommer à aller vite, consommer de la vitesse, pardon, ou au contraire, faut-il réinventer de la lenteur, réinventer des rythmes qui sont différents, avoir un rapport au vivant qui soit, je l'évoquais tout à l'heure, qui soit aussi différent, c'est-à-dire peut-être être moins déconnecté de la nature. Enfin, je dis la nature, je préfère le terme milieu que le terme de nature. Et donc, on le voit bien qu'un des enjeux est extrêmement important. Je pense que la figure du jungler, cette figure de l'hypermobilité, par exemple, elle a connu un grand succès, elle a connu la question de l'accélération de la vitesse de la mobilité est ancienne, mais à la fin, vers les années 2000, il y a eu un retour très fort de cette problématique-là. On s'est beaucoup intéressé aux gares, on s'est beaucoup intéressé aux aéroports. Il y a eu beaucoup d'études comme étant des hubs justement de la mobilité et comme étant finalement des connexions dans le monde. Et aujourd'hui, finalement, on se réinterroge aussi sur notre rapport davantage au local. On le voyait bien tout à l'heure à travers les conférences.
notre rapport davantage au local, davantage au vivant, davantage à notre environnement de proximité. Mais on peut très bien imaginer une figure du jungler qui saurait aussi être local quand il faut être local, qui saurait aussi se reconnecter à l'environnement, puisque ce jungler-là, il est à la recherche de la vitesse, de la performance, des outils numériques qui permettent de se connecter, d'avoir accès aux services, mais il est aussi à la recherche d'un rapport sensible, potentiellement il est à la recherche d'un rapport sensible à l'environnement, et donc rapport sensible, c'est-à-dire la qualité de l'air, c'est-à-dire la qualité des ambiances, c'est-à-dire l'expérience sensible que proposent des espaces qui seraient architecturés et designés, et puis la présence aussi des autres vivants, des autres êtres vivants, c'est-à-dire le monde animal, par exemple, qui peut être aussi quelque chose qui est recherché. Donc, je ne pense pas que c'est une figure qui soit finie, entre guillemets. D'ailleurs, de manière plus globale, je ne pense pas qu'on fasse du passé table rase. Ce sont des choses qui marchent par sédimentation, c'est-à-dire que cette figure-là est une figure qui a eu beaucoup de succès, elle en aura bien évidemment encore, mais elle sera davantage peut-être en concurrence avec d'autres figures qui sont davantage centrées sur le localisme ou le local, et qui sont peut-être beaucoup plus soucieux de la préservation des ressources. Et puis, on peut faire l'hypothèse aussi que cette figure-là peut aussi s'hybrider, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai évoqué à l'instant, c'est-à-dire être à la fois à la recherche de vitesse, mais parfois aussi à la recherche de lenteur, être à la recherche de l'hyperconnectivité numérique, mais parfois être à la recherche de la déconnexion et de la connexion avec l'environnement naturel, etc., etc. Merci Stéphane. Donc, très intéressant, ça ouvre un certain nombre de champs des possibles. Alors, peut-être inviter à lire les synthèses qui ont été publiées sur ce travail, puisqu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été réalisées et publiées. Tu disais, lors de notre préparation, l'idéal aujourd'hui, connexion au soleil, la pluie et dans son jardin, être connecté avec le vivant. Donc, comment habiter une maison en terre crue et en paille et en même temps être hyper connecté. C'est ça la notion d'hybridation. Ça ouvre un certain nombre d'études. Je vais passer maintenant la parole à Maxime. Donc, Maxime, vidéo en vedette, voilà, c'est bon. Maxime, ce qui est intéressant dans cette crise et qu'on disait en introduction, c'est que ça vient un petit peu bousculer notre rapport au temps et à l'espace, et donc naturellement bousculer notre imaginaire de la vie dense et connectée. La vie dense pour différentes raisons, notamment celle de la décarbonation des moyens de transport, mais aussi la question de la limitation de l'artificialisation des sols. À ce titre, si pour certains, vous avez entendu ce reportage, il y avait la directrice France de Se Loger qui expliquait que le nombre de requêtes pour des maisons individuelles avait augmenté de 20%. Voilà. 17% des Français, des Parisiens se sont réfugiés dans leur maison de campagne, etc. etc. Donc, à toi la parole, Maxime. C'était 20% et c'était pour des maisons en Bretagne. Peut-être que, déjà, je pense que sur la question est évidemment à la fois compliquée et hyper intéressante, et je pense que au-delà, il faut y aller avec beaucoup d'humilité. Donc, je vais essayer de poser en fait des choses qui sont plutôt des éléments, un peu sous forme de questions, comme une période qui est complètement inédite. Et c'est vrai que c'est impossible d'être catégorique tant l'incertitude est importante. Je pense qu'il faut aussi se poser la question de ce qui est de l'ordre des actions, en tout cas, et de la vision de la ville qu'on en a là aujourd'hui, maintenant, dans une période de confinement. En deuxième étape, quelles sont les choses qui sont de l'ordre de la chose transitoire. Et une troisième étape qui repose sur les choses qui, pour nous, en tout cas, ont structurellement changé. Et moi, c'est cette dernière partie, pour être complémentaire, que je voulais un peu aborder. Déjà, la première chose, c'est, on a beaucoup parlé de digital, mais je souhaitais en reparler, c'est les solutions digitales au service des hommes et des entreprises.
Aujourd'hui, elles permettent quand même de maintenir l'activité des entreprises. Elles permettent à des commerçants qui disposent de sites marchands de pouvoir conserver une activité. Elles permettent de conserver des liens sociaux, certes numériques, mais liens sociaux quand même, qu'ils soient professionnels ou personnels, importants. Il n'y a qu'à voir les augmentations de trafic aujourd'hui sur des plateformes professionnelles type LinkedIn ou d'augmentation de trafic avec l'explosion des lives Instagram. Donc, ça montre bien que, à la fois, distanciation physique ne veut pas forcément toujours dire distanciation sociale. Le deuxième sujet, c'est évidemment la formation très accélérée des entreprises et du travail à distance en particulier, qui montre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des limites, des possibilités, mais également des limites. Et si on peut faire un parallèle avec l'industrie en fait du retail, qui pendant beaucoup d'années, en tout cas, n'a pas subi de concurrence du e-commerce, par exemple, et qui proposait en son sein, et en particulier le modèle des centres commerciaux, un enjeu de praticité avec une offre très importante dans un endroit concentré. L'impact du e-commerce a proposé une solution presque encore plus pratique que proposait le modèle du centre commercial. Voir comment le centre commercial après a réagi avec cette nouvelle offre concurrente numérique qui permettait d'avoir accès à un nombre de produits très important et sans sortir de chez soi, et comment le modèle du centre commercial a dû travailler pour pouvoir justifier le déplacement physique de quelqu'un dans un espace. Et c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser ce parallèle-là avec ce qui se passe, par exemple, dans les immeubles de bureaux. J'ai vu aussi une autre question qui posait sur les autres lieux et je pense que c'est intéressant d'y venir. Mais cette formation accélérée des entreprises au digital et du travail à distance, est-ce qu'elle va remettre en cause leur cahier des charges dans le besoin d'un immeuble de bureau? Est-ce qu'elle va on va avoir un rapport qui va être peut-être un peu plus rééquilibré entre qu'est-ce qui justifie d'être travaillé à distance, qu'est-ce qui justifie de venir au bureau. Et donc, la modification en termes de programmation, en termes de contenu, de ce que sera un nouvel immeuble de bureau. Et donc, l'autre sujet que je voulais aborder, c'était, et ça, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que les mesures de distanciation physique, elles sont ponctuelles ou elles sont amenées à se répéter? Et si elles sont amenées à se répéter, comment se protéger et maintenir une qualité de vie et la continuité des entreprises? Donc ça, évidemment, c'est que mon avis, mais comment on traite les enjeux urbains où la densité et la proximité physique est forte? Je pense où la sécurité sanitaire dans certains endroits à forte densité n'est pas forcément garantie. On pense aux transports collectifs qui ont été jusqu'à présent très fortement encouragés. Certes, il y a des solutions low-tech qui pourront compenser l'usage des transports collectifs et proposer des solutions safe, mais est-ce qu'elles vont compenser pour tout ou partie l'usage des transports en commun et quel risque on a si jamais ces transports en commun, on ne peut pas garantir leur sécurité sanitaire? J'espère que je me fais bien comprendre. Donc ça impacte aussi de voir si demain, je ne peux plus facilement me déplacer grâce au transport collectif et si en plus, demain, je n'ai plus besoin de venir au bureau tous les jours, sachant que le critère de proximité avec son emploi, avec son lieu de travail était un critère qui était prioritaire dans le choix d'un logement. Est-ce que je vais décider potentiellement d'habiter ailleurs, peut-être un peu plus loin, avec un nouveau cahier des charges, avec des critères qui vont se renforcer? On parle d'espace extérieur, privatif ou faiblement mutualisé. Est-ce qu'on parle de la ville du quart d'heure avec une offre de services de proximité? On parle de connexion avec la nature. Est-ce que on va redistribuer en fait des lieux d'habitation puisque l'attracteur qui était l'immeuble de bureau s'éloigne un tout petit peu puisque je
je n'y viens que quelques jours. Voilà, c'est quelques questions qui sont évidemment très ouvertes. Cette notion le numérique permet le déplacement ou d'économiser le déplacement physique. S'ils économisent le déplacement physique, est-ce que mon lieu d'habitation va changer? Et est-ce que, à la fois, mon offre et ce que je dois prévoir dans un logement va changer? Est-ce que ce que je dois prévoir dans un immeuble de bureau va changer? Voilà, c'était ma… Merci Maxime. J'aurais deux choses à ajouter sur ce que tu viens de dire, sur lequel c'est vrai, on n'a peut-être pas assez pointé le doigt. C'est la place paradoxale du numérique ou des technologies de l'information et de la communication sans lesquelles, en fait, la manière dont cette crise est gérée ne serait possible. Et en même temps, donc, la place du numérique pour maintenir la continuité d'activité aussi dans les flux de biens et de marchandises. Voilà. Par contre, par rapport, moi je voudrais juste quand même prendre un peu de recul parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est toujours en fin de cette crise sanitaire première vague, mais on est quand même à l'aune d'un certain nombre de crises sociales, politiques, économiques et financières qui verront d'autres critères devenir importants que seulement celui du sanitaire. Donc, il faut faire preuve de pragmatisme et pas mettre tous les curseurs sur cet aspect-là, parce que à la vitesse où les choses vont, demain, il pourrait très bien être relayé par rapport à d'autres, comme la question du changement climatique. Voilà. Donc, je vais passer maintenant la parole à Adrien. Donc, Adrien, moi, ce que je trouve qui est intéressant, et ça permet un peu de rebondir sur un certain nombre de questions qui ont été posées tout à l'heure. Alors, attends, t'es où, Adrien? T'es disparu? Ah non, je suis là. Je vois bien. Lorsque les présentations sur le low-tech étaient réalisées, c'est-à-dire que il y avait un certain nombre de personnes qui soulignaient le fait que ce qui était dit était déjà préconisé et réalisé par un certain nombre de bureaux d'études, d'agences d'architecture, et que en fait, on réinventait rien. Mais effectivement, on réinvente rien. Mais c'est là justement la question. Pourquoi est-ce que comment faire en sorte que tout ceci se développe? Et je pense que là-dedans, les entreprises et les entreprises générales peuvent jouer un rôle. Donc, fort de ton éclairage, toi qui travailles sur les prix et les chantiers, nous expliquer un petit peu quelle plus-value un acteur peut y trouver à la démocratisation des réflexions sur le low-tech et peut-être comment la crise pourrait contribuer au développement des filières locales et le développement, le rythme des constructions à venir. Voilà, je te laisse la parole. Ok, bah alors, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché avant et qu'est-ce qui fait que ça va marcher aujourd'hui? Ça, j'en sais rien. Moi, je vois je pense que foncièrement, il y a un mouvement où il n'y a pas de mouvement. Et Philippe l'a dit un petit peu avant, le mouvement, il est peut-être un petit peu plus fort qu'il y a 10 ans. Même si je pense qu'il est même complètement en route aujourd'hui. Moi, je retiens un certain nombre d'enseignements du temps que j'ai passé à réfléchir sur ces sujets. Le premier, c'est que l'avenir des low-tech ou le fait qu'on va réussir à en faire, ça serait dans la phrase l'intelligence plutôt que la facilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est assez facile de faire un bâtiment, un BPOS, de faire un BBC et Finergie 2017. Effectivement, les bureaux d'études ont sorti toutes les études avec le niveau d'intelligence qu'il faut pour avoir un bureau assez classique, un centre commercial assez classique qui soit très performant énergétiquement. Bon, là-dessus, j'ai pas de valeur ajoutée. Par contre, réfléchir et se dire, OK, on prend de la hauteur, on met de la sobriété dans la réflexion, dans notre façon d'acheter, dans notre façon de consommer de la main-d'œuvre, des matériaux, de travailler avec des sous-traitants. Je rejoins ce que Stéphane disait sur la vitesse, je le rejoins vraiment en le pensant vraiment très très fort. Je dirais aujourd'hui, si on passe plus de temps à réfléchir, on aura plus de valeur ajoutée et donc on favorisera le low-tech et tout ce type d'initiatives qui n'attendent qu'une explosion, qu'un moment, un momentum pour y aller. Et je pense qu'aujourd'hui, à cette intelligence se rajoute le fait qu'on a peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on vit dans un monde assurantiel où aujourd'hui, quand vous signez un plan, quand vous envoyez un mail, vous dites voilà, j'ai envoyé un mail, donc ça veut dire que
je me dédouane de ce qui peut être fait, ou j'ai bien vu avec tel bureau de contrôle ou tel spécialiste a bien validé. On a un peu plus de mal à prendre des risques aujourd'hui. Et aujourd'hui, aller sur du low-tech, ça peut paraître, je pense que ce n'est pas le cas, mais ça peut paraître comme étant un risque. Aujourd'hui, le high-tech, c'est le contrôle. C'est donner une impression que tout est monitoré, et comme tout est monitoré, les bâtiments vont vachement bien fonctionner parce qu'on a mis énormément de capteurs, donc on va savoir en temps réel que telle colonne d'eau, elle a une fuite parce qu'il y a un décalage entre deux compteurs, ou que tel ordinateur va consommer telle puissance, etc. Ça ne rendra pas forcément le bâtiment plus intéressant pour le locataire, pour le preneur ou pour celui qui va le gérer. Pour autant, on le saura. Et donc, comme on le sait, on a l'impression qu'on est rassuré. Également, je pense que, pour paraphraser, il y a un truc qui s'appelle le courage d'innover. Je pense que ça, c'est une vraie référence. Je pense que le monde de l'immobilier, au sens très large, a ce courage-là, parce que c'est un monde qui est très, très actif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, on reparle de low-tech, là où on en parlait un petit peu moins avant. Ce que nous, on peut en retirer en tant qu'entreprise générale, plein de choses, plein de choses. Une façon d'évoluer. Si on n'évolue pas, de toute façon, on est fini. Une façon de suivre le marché, d'avoir de nouvelles idées, valoriser ce qui existe déjà, parce que je rejoins un petit peu tout le monde, et y compris les commentaires qui disent que on réinvente rien. Ça, on est tous d'accord. Hein. C'est pas la peine d'inventer quelque chose qui est déjà bien fait. En fait, moi, en parlant avec des gens un peu plus anciens dans mon entreprise, ou plus aguerris, pardon, c'est ce que eux appelaient la sobriété technique, puisque nous on appelle le low-tech aujourd'hui, donc il n'y a pas de. Et ce que je retiens de l'étude qu'on a fait avec mes étudiants de la Sorbonne, d'ailleurs je fais un petit coucou à Jessica, Déborah et Seymour, qui sont les camarades d'Abigail que vous avez vus tout à l'heure, qui ont fait un travail formidable tous les quatre. Ce que je retiens du temps qu'on a passé ensemble à essayer de travailler sur ça, c'est qu'en fait, définir, c'est le sujet. Aujourd'hui, définir le low-tech, c'est une vraie torture. Donc, on a passé un temps infini avec moi en tant que bourreau pour essayer d'avoir la définition que vous avez vue dans le PowerPoint d'Abigail avant. On a rabâché, on est arrivé sur notre triptyque sobriété, accessibilité, réparabilité, avec vraiment mettre tout ça. Ça peut paraître très simple, en fait c'est assez compliqué, donc s'il vous plaît allez lire cette étude parce qu'on a eu beaucoup de mal à la faire, donc on serait ravis que vous puissiez le regarder. Et après la dernière chose que je dirais, pour essayer de pas trop déborder, c'est que l'enseignement principal que moi je retire, c'est qu'en fait, on peut aller progressivement. Ce que je retire de ces 6 mois passés à travailler là-dessus avec les étudiants, c'est qu'on n'est pas obligé de partir plein gaz. Aujourd'hui, de dire qu'on est capable de sortir un bâtiment entièrement low-tech dans le 8e pour 1 300 € du mètre carré, pour faire une référence à une question qui m'a été posée, évidemment, ce n'est pas possible. Pour autant, commencer à travailler sur ce sujet, il y a plein de gens qui le font et qui le font très bien. Et je pense qu'on est nous-mêmes en train de se mettre en route là-dessus. Pour moi, le low-tech, c'est pas une révolution, c'est pas une façon de. C'est une façon de regarder ces pratiques et de se poser des questions, de se demander comment on pourrait faire autrement, et de se dire que en fait, aujourd'hui, c'est pas le grand soir. Par contre, peut-être qu'à travers ce genre de réflexion, le grand soir, ce sera demain. Ce sera ça ma dernière réflexion. Eh bien, merci Adrien. Effectivement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je pense que ce qui est intéressant quand même aussi, et qu'on n'a pas forcément encore abordé, parce que c'est un sujet assez touchy, mais c'est la question de se poser quels vont être les rythmes de construction neuve dans les mois, dans les années à venir, des nouvelles mises en chantier, de la rénovation, le volume, le stock, quel va-t-il être? Et par rapport à ça, tu parlais de définir le low-tech. Il y a un axe de réflexion pour le définir, qui est de se poser la question de la raison d'être. Ça va avec la question d'usage raisonné. C'est-à-dire que avant de commencer à réfléchir à la sobriété technique d'un objet, il faut se poser la question de la raison d'être de cet objet par rapport aux besoins auxquels il répond. Et donc, si on se pose la question du raison d'être d'un bâtiment, c'est à quel besoin urbain répond ce bâtiment. Et c'est une question doublement tranchante dans un contexte où on peut s'attendre à un ralentissement ou pas du marché de la construction. Voilà. Donc, j'en dis pas plus pour donner la parole à votre bourreau qui a imaginé ce concept de low-tech. Donc, excuse-moi, Philippe. Philippe, donc,
la question, et ça sera la question un peu conclusive de cette matinée, c'est quel peut être le rôle du low-tech dans la résilience des villes? Parce qu'une ville résiliente, c'est une ville low-tech. Et donc, également, c'est quelque chose qui a été un peu touché du doigt. C'est finalement, s'il fallait revenir un petit peu sur ce désir de densification, quelle serait la bonne échelle pour une ville résiliente? Je sais très bien que tu n'auras pas les réponses à ces questions, mais tu peux toutefois partager aussi tes questionnements et ce que vous pouvez imaginer au sein de votre agence d'architecture. Voilà. Merci. Oui, merci Loïs. Alors, j'ai combien de minutes avant que tout le monde se précipite pour aller mettre la table ou vider le lave-vaisselle? Je vais essayer de faire assez court, et en même temps, la question, elle embarque, ouais, t'as 10 minutes. Voilà, elle embarque une grande complexité et il faut effectivement la prendre plus sous forme de questionnement et avec grande humilité, qui était d'ailleurs un des principes des low-tech de mémoire dans l'âge des low-tech. Restons humbles face à la complexité du monde et du vivant d'ailleurs. La ville low-tech et à quelle échelle elle peut être, c'est effectivement un vrai sujet. Alors d'abord, peut-être petit clin d'œil métaphorique sur la question de Covid-19 pour revenir là, c'est que finalement, on a vu au moment du démarrage de l'épidémie en Chine beaucoup de solutions high-tech qui nous ont été présentées par une Chine évidemment qui était à la pointe de ces questions-là, donc avec des drones qui vous prennent la température dans la rue et qui rappelaient aux gens de bien porter leur masque. Et en fait, finalement, on voit que la solution à la lutte sanitaire contre ce virus, c'est une solution comportementale, c'est une solution des usages. Ça consiste en gros à s'enfermer chez soi, à mettre un masque, à plus serrer la main. Et donc, je trouve que c'est une métaphore assez intéressante à la ville low-tech, parce que voilà, le low-tech, c'est bien ça aussi. Et d'ailleurs, Violette l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est la ville low-tech, c'est la ville et ses habitants et leurs comportements et leurs usages et leur manière de fonctionner, à la fois dans la vie de tous les jours et dans la vie économique. Alors oui, la concentration, effectivement, on a envie de… Bon, alors, ça ne date pas de Covid et ça ne date pas du sanitaire. Hein. Il y avait déjà des gens qui avaient pointé, notamment il y a un bel ouvrage qui s'appelle « La tentation du bitume » qui explique bien comment la ville concentrée, avec ses flux logistiques autour, finalement, consomme de la ressource de territoire et donc n'était pas la panacée qu'on pouvait imaginer grâce à la lutte contre l'artificialisation du périurbain et puis à l'efficacité des transports en commun grâce à la ville dense. Donc, il y a déjà cette question-là. Donc, j'aurais tendance à dire, oui, évidemment, la ville moyenne. Alors, qu'est-ce que la ville moyenne? C'est la ville où on peut aller voir Così fan tutte à l'opéra et avoir une vie sociale assez riche, mais qui ne soit pas effectivement la tendance à la métropolisation d'aujourd'hui. C'est une vraie question, mais le problème, c'est qu'on s'inscrit sur un temps qui est extrêmement long. Donc, je pense qu'il faudrait aujourd'hui tirer les leçons de cette crise et de l'envie de plus de nature et de plus de proximité des milieux, pour reprendre le mot de tout à l'heure, pour amorcer une nouvelle vague de décentralisation intelligente, volontaire et volontariste à la fois. Cela étant dit, ça va prendre un petit peu de temps, à moins d'imaginer des grandes transhumances liées à d'autres crises qui effectivement pourraient arriver ou vont arriver. Donc, il faut s'intéresser du coup à toutes les échelles. Et je pense que du coup, il faut avoir des réponses de résilience à toutes les échelles, à l'échelle de la ville très concentrée, comme à l'échelle de la campagne, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est aujourd'hui comme ça que la population est implantée et on ne va pas bouger ça du jour au lendemain. Donc, il faut être capable de trouver cette résilience, qui n'est pas juste la résilience peut-être sanitaire, là, comme on a pu la vivre, mais qui est une vraie résilience autour des questions alimentaires, autour des questions économiques, autour des besoins de base. Donc, je pense que la grande question, ça va être la question de l'adaptation de nos villes, mais adaptation pas uniquement au changement climatique, pour revenir sur la présentation qui a eu lieu un peu plus tôt, mais adaptation tout court à ce monde plus incertain, plus étrange, où on va avoir des obsolescences de lieux encore plus importantes qu'avant. Hein. On avait déjà des obsolescences de lieux, hein, parce qu'il y avait les zones de chalandise bougeaient en fonction de la taille des multiplexes de supermarchés. Donc, effectivement, il y avait déjà des choses comme ça, mais on voit bien que là, il va y avoir des besoins de transformation très importants, alors autour des questions des circuits courts, autour des recycleries, ressourceries, du retour peut-être d'un certain artisanat de masse, d'ateliers
d'industrie à l'échelle humaine, peut-être des aspects de relocalisation sur un certain nombre de choses, les questions de zéro déchet, tout ça, ça embarque des questions de changement d'usage de lieu, et puis bien malin qui peut dire que tel lieu qu'on construit aujourd'hui sera encore dans la même fonction dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc il faut que ce qu'on construit ou ce qu'on réhabilite soit aussi adaptable dans le temps. Et puis la ville low-tech, c'est aussi peut-être la ville qui, enfin c'est même certain, la ville qui construit moins, j'en ai peur, effectivement, Adrien, bon, on pourra en discuter, mais c'est qui sans doute qui réhabilite, qui réemploie. On a vu des exemples sympathiques. Une ville qui apaise également. Donc là, elle est très apaisée, peut-être trop apaisée pour l'instant. Mais on voit bien que il y a une ville qui est embellie aussi. C'est-à-dire reconstruire peut-être plus lentement, mais reconstruire moins et reconstruire mieux, et ne pas oublier effectivement tout l'intérêt esthétique. Je crois que tout à l'heure, il y avait une histoire de façade qui était en train de se dégrader parce qu'elle serait low-tech. Bon, non, enfin, le low-tech, ce n'est pas forcément plus moche. On peut faire du low-tech moche, c'est vrai, il n'y a pas de problème, mais on peut faire du high-tech très moche aussi. Je pense qu'on a tous plein d'exemples et voilà, il n'y a pas besoin d'être architecte pour ça. Et je pense que c'est ça le grand truc, c'est qu'en fait, il faut trouver aussi, et tu parlais de comment on embarque les gens demain, comment on avance. Moi, je ne sais pas dire si dans le monde d'après, on va être tous personnellement et collectivement plus peureux ou plus audacieux. Je pense qu'effectivement, il y a ce risque d'être plus peureux et de ne pas trouver ce courage d'innover, mais il y a peut-être aussi le côté, après tout, on ne vit qu'une fois et le respirateur se rapproche de temps en temps et finalement, pourquoi pas oser et faire des choses différemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions comme ça. Et que comme la technique, comme le numérique, en fait, la technique, elle est ambivalente. Enfin, on ne peut jamais avoir à la fois seulement les bons côtés. Il y a toujours les bons côtés et les mauvais côtés. Et toujours l'avers et le revers de la médaille. Et de la même manière, je pense, la transformation, les chemins de la transition vont apporter des choses sympathiques et des choses moins sympathiques. De la même manière que la crise que nous vivons, même en phase de confinement, apporte des choses sympathiques et non sympathiques. Et je vous renvoie par exemple à une truc qui interroge très bien, alors évidemment, qui révèle des inégalités face aux conditions de confinement, évidemment, mais avec des gens qui disent qu'il y a des choses très très bien aussi, évidemment des choses absolument horribles et mortifères en même temps, mais voilà, on peut pas à nouveau séparer les bons et les mauvais effets. Donc on est sur des cycles longs, avançons, essayons de mener la transition dans l'incertitude, et puis de trouver effectivement, grâce aux références qui se décalent et à peut-être un certain nombre de tabous qui ont été enfoncés finalement assez facilement. C'était des portes de papier finalement qui nous fermaient des questions économiques, des questions de respect des ratios de dette, que sais-je. Et donc, si, par exemple, alors je dois lire, excusez-moi, la déclaration, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pour paraphraser notre président et son discours de mai-avril sur le fait que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Voilà le genre de phrase qui peut nous amener assez loin dans le monde d'après ou dans le monde du pendant. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour ton intervention. Effectivement, il est urgent de rester humble. On a un peu dépassé le cadre qu'on s'était fixé et je m'en excuse de l'équipe de l'OID, mais en même temps, je pense que c'était important de pouvoir laisser le temps à tout le monde de s'exprimer. Premièrement, le support de cette conférence et également son déroulement ont été enregistrés. Donc, tout ceci, sous réserve de l'acceptation des différents intervenants, sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur la plateforme Talon, d'une part. D'autre part, je tenais à nous excuser du fait que la table ronde n'est pas forcément respectée à la parité. Il faut savoir qu'on a fait les choses comme on pouvait, un petit peu dans l'urgence. Bon, pour minimiser la chose, il faut quand même souligner que sinon, la conférence dans sa globalité a respecté la parité, puisque ce n'était que des personnes du sexe féminin qui sont intervenues dans les premières séquences. Voilà.
Après, mon troisième point, et ça sera le dernier, c'est de vous dire que tout ce sur quoi qu'on touche du doigt aujourd'hui entre dans une réflexion très générale et beaucoup plus profonde sur la question de la résilience des territoires. Donc, mettre en place des outils sur l'adaptation au changement climatique y contribue. Réfléchir à la manière de démocratiser, manière de penser low-tech également. Et donc, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à nous contacter pour pouvoir participer à ces différents programmes. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention et surtout, je remercie l'ensemble de nos intervenants, l'équipe, les partenaires, les scientifiques et tous les membres de l'association qui nous supportent. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'on aura des bonnes nouvelles cet après-midi. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 4 mois à Paris. Voilà pour la prochaine conférence qui aura pour objectif, avec un philosophe sans doute, d'essayer de comprendre comment on peut réinventer les imaginaires. Voilà, comment on peut passer du on sait déjà faire, mais pourtant on ne fait rien, à on sait déjà faire et en plus maintenant on le fait. Comment on réinvente les imaginaires. Voilà, merci et très bonne journée à tous. Bonne fin de confinement. Au revoir. Merci. Bien, merci Loïs. Merci beaucoup. Au revoir.